Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements et de mes livres. Alors aujourd'hui on va voir quel serait le patrimoine idéal à avoir pour faire face à l'incertitude de sortie de crise de coronavirus. Alors d'abord, je ne dis pas que c'est le patrimoine qu'il faut que vous ayez demain, ou même que c'est le patrimoine que moi j'ai. Mais j'ai envie de dire, voilà, le patrimoine que je vais présenter là, c'est celui avec lequel, pour affronter toute cette période d'incertitude qu'on va avoir en sortie de crise du coronavirus, c'est celui avec lequel je me sentirais le plus serein. Voilà, si je pouvais commencer aujourd'hui et puis voilà, prendre les pièces, avoir mon montant en patrimoine et le répartir sans avoir de conséquences et le mettre comme ça je me sentirais le plus serein. Alors on va regarder ce que ça donne. Alors, on voit en fait, j'ai laissé une petite bande en dessous d'actifs de conservation, donc ça c'est pour ceux qui ont des gros patrimoines, il faut toujours avoir un petit peu d'actifs, ce qu'on appelle d'actifs de conservation dans Construisez et gérer votre patrimoine avec succès. Mais là on va s'intéresser surtout aux 3 briques au-dessus. Donc la taille des briques est proportionnelle à la location, donc on voit qu'en fait, sur le patrimoine net, on a un tiers cash et équivalent, un tiers action et un tiers immobilier net. Et puis on voit que pour le patrimoine brut, en fait, l'immobilier représente 2 fois la part action et 2 fois la part cash. En fait, ce qu'on voit, c'est que dans l'immobilier, on a autant de crédits que d'immobilier net, quoi. C'est-à-dire que pour notre immobilier brut, il nous reste la moitié de crédit à rembourser. On en a remboursé la moitié, il en reste la moitié à rembourser. Alors pourquoi je considère que vu d'aujourd'hui, ce patrimoine, ce serait celui avec lequel on serait le plus serein? Alors d'abord, la part cash, effectivement, un tiers à peu près de part cash, c'est intéressant, on va dire, en crise. Alors il y a l'épargne de précaution qui permet, voilà, si jamais vous avez des commerces, etc., de faire face aux impayés de loyer, ou si vous faisiez du Airbnb, des choses comme ça. Mais c'est surtout que c'est un peu la fable de la cigale et de la fourmi de l'investisseur. C'est-à-dire que depuis des années, effectivement, le cash, les fonds euros, les PEL, etc., rapportaient pas grand-chose. Les livrets A rapportaient même moins que l'inflation. Donc en gros, l'investisseur pouvait avoir tendance à vouloir tout mettre 100% en actions, 100% en immobilier. Alors même si ça rapporte moins que l'inflation, ce cash, finalement, c'est toujours intéressant d'en avoir parce que au moment où il y a des crises, à la sortie de ces crises, c'est ça qui peut vous ouvrir des opportunités. Typiquement, celui qui a du cash, si jamais il y avait un vrai crack sur les actions, plus que celui qu'on a eu déjà en sortie de crise, ça permettrait de pouvoir investir au meilleur moment. Pour l'immobilier, on peut penser que les banques vont être un peu plus frileuses pour distribuer des crédits, et donc peut-être qu'on va avoir une petite baisse des prix, mais un accès moins facile au crédit. Et ceux qui vont avoir la main, ça va être ceux qui vont pouvoir peut-être mettre un peu plus d'apport que ce qui était demandé avant la crise. Donc c'est pour ça que le cash est intéressant à avoir. Alors ensuite, la part d'action. La part d'action, bon, c'est pour profiter de la reprise s'il y a une reprise économique assez rapide finalement et que les incertitudes se dissipent. Donc comme ça, on peut en profiter. C'est aussi en partie un actif tangible qui peut protéger de l'inflation. Alors les actions, on dit ça protège de l'inflation, oui et non, parce que si l'inflation, les taux remontent, donc les primes de risque augmentent, etc. Moi j'aime bien citer John Templeton, donc qui est un investisseur âgé maintenant, mais qui a fait des performances exceptionnelles sur le siècle dernier, et il disait ne jamais vendre des actions sur des rumeurs de guerre, parce que la guerre, c'est baissier sur la monnaie et c'est haussier sur les choses, et les choses, ça inclut les actions qui détiennent des choses. Donc voilà, c'est un peu le côté tangible, enfin à la fois pourrait profiter de la reprise économique, et puis c'est un côté tangible en cas d'inflation, parce qu'effectivement, une des craintes qu'on peut avoir pour la reprise, c'est qu'on a imprimé beaucoup d'argent. Alors on le faisait déjà avant, mais là on a imprimé encore beaucoup d'argent sans production en face. Est-ce qu'à terme, ça ne va pas provoquer de l'inflation? C'est un grand point d'interrogation. Et donc ensuite, l'immobilier. Alors l'immobilier, effectivement, un tiers en net, donc ça équilibre les autres tiers cash et actions. Et puis pourquoi je dis que l'idéal, c'est qu'en fait, qu'il reste encore un tiers de crédit au-dessus en patrimoine brut, c'est justement pour contrebalancer ce cash qu'on garde à un tiers. Parce que ce cash, effectivement, il peut nous ouvrir des opportunités s'il y a un manque de cash et qu'il y a des opportunités à saisir en sortie de crise. Par contre, si jamais il y avait un scénario inflationniste avec une forte inflation, alors je ne parle pas forcément d'hyperinflation, mais il suffit d'une inflation
voilà, de 5 à 10%, comme on n'a pas connu depuis longtemps, pour que ce puisse être un peu problématique pour ce cash, pour arriver à le rémunérer à hauteur de l'inflation. En tout cas, enfin, ça dépend comment il est placé, mais ça peut être une problématique. Et par contre, les crédits à taux fixe en face, ce équivalent, là, si eux, il y avait de l'inflation, bah, ce serait tout bénef parce qu'ils seraient remboursés, entre guillemets, au fur et à mesure en monnaie de singe. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez emprunté à 1% et puis qu'il y a 10% d'inflation par an, au bout d'un moment, vos mensualités en valeur réelle, elles ne vont plus représenter grand-chose. Bon, voilà en gros, ça c'est le patrimoine idéal, on va dire, avec lequel je serai le plus serein dans la période d'incertitude vers laquelle on va. Enfin, évidemment, c'est pas exactement celui que moi-même j'ai. Ça va pas être celui que la plupart des gens ont. Je prends l'exemple de l'immobilier, quand on dit bah, la moitié de remboursé, la moitié de crédit. Un investisseur qui est en début de carrière immobilière, ben voilà, s'il a acheté son premier immeuble et son deuxième il y a 1 et 2 ans, il ne va pas avoir remboursé encore grand-chose, il aura peut-être mis un peu d'apport, mais en gros, il sera à 10% de valeur nette, 90% de crédit. Un investisseur qui a 65 ans, qui a fini de rembourser ses emprunts et qui est trop vieux pour emprunter, ben lui, il aura 100% de brut et 0% de crédit. Donc effectivement, c'est de la théorie ce que je dis, mais c'est, voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer ce graphique pour alimenter vos réflexions. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous rappelle mes 4 livres. Donc, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, j'en ai parlé. Investir en bourse, style gagnant, style perdant. L'investissement immobilier locatif intelligent, qui est mon best-seller et qui est toujours numéro 1 des ventes sur Amazon dans la catégorie immobilier. Et sa suite, 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez aller jeter un œil. Si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu vers le haut et puis à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Et moi, je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.